Montréal fait peau neuve. Montréal, carrefour de l'ancien et du nouveau monde, subit une poussée de croissance verticale. La cité entend recevoir dignement les 30 millions de visiteurs qu'elle attend pour avril 1967, date de l'exposition universelle. Les visiteurs et leurs véhicules. Le débit des anciens ponts sur le Saint-Laurent, tel le pont Jacques-Cartier, a été jugé insuffisant. Aussi vient-on d'en ouvrir un autre qui facilitera l'accès aux îles sur lesquelles s'étendra l'exposition. Le nouvel ouvrage d'art qui portera le nom de Concorde a été inauguré par le général Vanier, gouverneur général du Canada. Rien, il faut le dire, n'a été négligé pour aménager le site de la grande confrontation internationale. L'île Élisabeth Ramblayé a doublé de volume. Et ce sont 408 hectares que se partageront les quelques 80 pavillons nationaux. Le pavillon de la France affectera la forme d'une lampe vénitienne. La maquette en a été exposée à Paris au siège de l'association France-Canada, où M. Louis Jox a pu la contempler. Le pavillon, avec ses 46 mètres de hauteur, offrira 16 000 mètres carrés de plancher répartis sur 5 niveaux. À Saïgon, les terroristes Viet Cong ont de nouveau frappé selon une méthode éprouvée. Une voiture bourrée de plastique dont l'explosion fut provoquée à coups de mitrailleuse. C'est l'hôtel Métropole où habitaient des militaires américains qui a été l'objet de l'attentat. 11 morts, 170 blessés. L'événement sportif, c'est Keino qui l'a créé à Auckland sur 5000 mètres. Pratiquement détaché dès le début, l'étonnant coureur du Kenya s'est offert le luxe de courir en solitaire. À Tokyo, il s'était classé 5e sur la même distance. Cette fois, au passage des 3 miles, il ne faisait pas de doute que le record du monde détenu par Ron Clark allait tomber. En fait, Keino l'a amélioré de 1 seconde 6 dixièmes. Ce phénomène de 25 ans n'a pas fini d'étonner. Le pied dans un collier de 25 millions d'anciens francs, c'est un record d'un autre genre battu par cette jeune Anglaise. Sous prétexte de jouer les arbres de Noël, elle s'est en effet laissée couvrir littéralement de diamants. Et il est peu probable qu'avant elle, aucune femme ait représenté semblable valeur marchande. Tout joyau mis en place, notre jeune Anglaise n'était pas loin de frôler le milliard d'anciens francs. Mais c'est alors que le problème se posa. Que faire d'une créature de cette valeur? Un minimum de précaution s'imposait. Finalement, la sagesse l'emporta, on l'enferma dans un coffre-fort. Deux nouveaux cosmonautes américains, James Lowell et Frank Borman, se sont préparés à vivre leur expérience spatiale. Ils l'ont fait minutieusement. Dans la capsule Gemini 7, il ne s'agissait plus pour eux de passer un week-end ou une semaine, mais bien 14 jours. On conçoit qu'ils aient tenu à essayer et leurs nouvelles combinaisons allégées et leur cabine où, en définitive, on ne dispose pas exactement de toutes ces aides. Au matin du grand départ, James Lowell et Frank Borman pouvaient nourrir l'espoir d'avoir de la compagnie dans l'espace. 9 jours après eux, 2 autres cosmonautes doivent s'embarquer à leur tour pour le champ des étoiles, avec un rendez-vous spatial en perspective. Départ sans histoire au sommet d'une fusée Titan II. La nouvelle expérience américaine constitue une étape importante dans le programme qui doit permettre à l'homme de débarquer un jour sur la Lune. La Lune, une fois là, encore faudra-t-il pouvoir se déplacer. Des cosmonautes américains s'y entraînent déjà aux commandes d'un étrange véhicule qui a la vague apparence d'un gros insecte. Il est muni de larges roues montées sur des ressorts et destinées à absorber les difficultés d'un terrain mal connu, mais que l'on sait peu comparable à la surface goudronnée de nos routes. Les élections présidentielles au suffrage universel auront fait d'entrée une victime, l'abstentionnisme. C'est en masse que les électeurs sont venus choisir parmi les 6 candidats, dont M. Marcel Barbu,
celui qui leur semblait le plus apte à la magistrature suprême. 28 402 000 électeurs. M. Marcy-Lacy était inscrit à Jarnac. 85%, dont M. Tixier-Vignancourt, ont voté, ce qui représente la plus forte participation jamais enregistrée. Au ministère de l'Intérieur, les représentants de la presse ont suivi minute par minute l'évolution du verdict populaire, mais ce n'était plus un privilège. Grâce à la radio et à la télévision, en effet, nombreux sont les établissements qui s'étaient mis à l'heure électorale. Par voie de conséquence, la clientèle des salles de spectacle avait sensiblement baissé ce soir-là. Tous les moyens audiovisuels avaient été mobilisés, et certains, pour en savoir davantage et plus vite, n'avaient pas hésité, comme Jean-Marie Prolier, à s'assurer les services du seul taxi studio de la place de Paris. Peu de monde dans les rues, sinon devant les quotidiens, où l'écoute et la vision collective avaient été organisées. Dans de nombreux foyers, des téléparties groupaient autour des récepteurs des amis, attentifs à la géographie politique des départements et à l'évolution des pourcentages. Et l'heure tardive n'atténuait pas l'affrontement des courants contraires. Ces réunions se renouvelleront sans doute. Aucun des 6 candidats n'ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, un second tour de scrutin sera nécessaire. Monsieur Jean Le Canuet, qui a voté à Rouen, est en 3e position avec 16% des suffrages. Monsieur François Mitterrand, inscrit sur les listes électorales de Château-Chinon, est à la 2e place avec 32% des voix. Quant au général de Gaulle, il est en tête avec la confiance de 45% des votants. À Valladolid, le président directeur général de la régie, M. Pierre Dreyfus, a inauguré en présence des autorités espagnoles les nouvelles installations des usines Renault. 2 nouvelles unités de fabrication viennent en effet de s'ajouter à la première installée en 1953 et qui assure le montage des R4, R8 et Dauphine. L'une effectue l'usinage et le montage des moteurs Sierra, l'autre l'emboutissage de différents éléments de tôlerie. Cet ensemble industriel emploie 2600 personnes. La production de la régie, qui n'avait pas dépassé 1000 véhicules en 1953, atteindra 66 000 unités l'an prochain, c'est-à-dire près du tiers du marché espagnol. La régie occupe une place de choix dans ce pays. Sur 10 véhicules français exportés en Espagne, 7 sont des Renault. Côté importation, une danse directement expédiée de Harlem. Eddie Barclay avait invité 2000 personnes au Bus Palladium. Il en est venu 5000 pour voir le Monkees. « 43 millions en 1955, les Français sont aujourd'hui 49 millions, alors que 1965 s'achève. En 1970, ils auront largement dépassé le cap des 50 millions. Dans le même temps, le cadre de leur vie se transformera comme jamais il ne l'a fait. Déjà, nous commençons à vivre dans un monde où chacun de nos pas sera guidé par un œil électronique. La surveillance des rames de métro par la télévision, inaugurée sur la ligne de Sceaux, va se généraliser dans les années à venir. Le métro sans conducteur est pour demain. De véritables robots pilotes sont prêts à prendre en charge l'acheminement des voyageurs. La circulation de surface n'échappe déjà plus à l'électronique. La préfecture de police a inauguré cette année la surveillance télévisée des points névralgiques de la capitale. En 1970, Paris vivra à l'heure de la circulation presse-bouton.
rédaction des adresses sur les enveloppes aura 7 aspects. Ainsi l'exigeront les robots qui se chargeront de trier le courrier. Quant à la tondeuse à gazon sur coussin d'air, elle est à la veille d'envahir les jardins de banlieue. C'est une véritable plongée dans le monde moderne qui s'opère actuellement. Le monde change rapidement. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le changement apparaît maintenant aux Français, non pas comme l'abandon d'un passé, mais comme la construction d'un avenir. Et précisément, nos plans ont pour but d'aider à cette construction. On peut d'abord dire que le niveau de vie moyen des Français aura augmenté de 40 à 50%. Le deuxième trait significatif, c'est le développement des équipements collectifs. Il faut faire face à l'explosion scolaire, d'où la nécessité d'écoles, d'universités. Il faut construire des routes en face du parc croissant d'automobiles. Et là, cette catégorie d'investissement progressera de plus 125% pendant ces 10 ans. Cela veut donc dire qu'elle fera plus que doubler. Le nouvel hôpital de Marseille-Nord est un exemple des hôpitaux modernes qui poussent actuellement en France. Un simple numéro de téléphone et n'importe quel service, grâce à un réseau de conduits pneumatiques, peut obtenir en 15 secondes le médicament nécessaire. Mais la grande révolution hospitalière est ailleurs. L'utilisation notamment d'un circuit de télévision en couleur permet désormais d'intégrer en quelque sorte la faculté à l'hôpital, qui devient ainsi un centre de la science médicale appliquée. Autre fait significatif de ces dernières années, un peu partout sur le territoire, on a vu surgir des bâtiments scolaires et universitaires à la mesure d'une population d'élèves qui dépasse maintenant les 11 millions. Le cadre même des études supérieures est en voie de révolution. Une université à l'américaine va s'édifier près d'Orléans. En 1970, 10 000 étudiants vivront ici, sur les bords de la Loire, dans le premier campus français. Signe des temps aussi, l'importance prise par les femmes dans la vie active du pays. D'ici 1970, le nombre des femmes ingénieures, mathématiciennes, électroniciennes se sera multiplié. Et elles ont même prouvé lors de la dernière guerre que le métier des armes ne saurait leur être étranger. Leur rôle ne fera que grandir dans les années qui viennent. La France de grand-maman a vécu. En ce qui concerne les années à venir, les Françaises trouveront devant elles toutes les voies ouvertes. Elles peuvent déjà et pourront assumer toutes les charges, publiques ou privées. Il n'est même pas impensable d'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République. Que dire du cadre de notre vie? Paris en tête, les villes françaises bondissent littéralement vers le ciel. Cependant que leur sous-sol s'enfonce de plus en plus profondément. Grâce au métro express, les Parisiens de 1970 traverseront Paris sous les Champs-Élysées à 120 km/h. Le boulevard périphérique aura ceinturé complètement la ville. À chaque porte, les énormes chantiers actuels seront terminés. Ils auront donné naissance à des échangeurs géants, nœuds de route vertigineux. Mais à l'intérieur même de Paris, voué à l'asphyxie, comment circulera-t-on? L'encombrement actuel, on le connaît. Il va empirer d'ici 5 ans puisqu'il y aura 50% de véhicules en plus. Il faut des solutions. Il y en a une qui est à l'étude. C'est celle d'un taxi dit banalisé, une voiture sans conducteur qui stationnerait le long des rues de Paris et des grandes villes. Avec une carte, l'intéressé pourrait pénétrer dans la voiture et rouler et laisser stationner à tout endroit dans Paris le véhicule qu'il aurait utilisé. Cela résoudrait évidemment le problème de ces voitures qui restent inoccupées tout les longs des rues de Paris. Mais d'autres solutions plus générales auront vu le jour. Un premier train monorail suspendu circulera dans la banlieue de Paris avant 1970. On verra sans doute circuler l'aérotrain, un train aérien sur coussin d'air, capable de relier Paris à Orléans en 25 minutes. Nous sommes entrés dans l'ère des ponts géants. Bordeaux aura son Tancarville en 1966. Relié au continent par un ouvrage de près de 3 km, Oléron ne sera plus uni.
1970, le temps où l'on verra enfin commencer la civilisation des loisirs. Dans le domaine des vacances, de la Camargue à l'Espagne, 160 km de côte seront déjà à moitié aménagés. Capacité dans 10 ans, 10 millions de vacanciers. 1970, la France sera une grande dévoreuse d'énergie. De pétrole tout d'abord. Et le gigantesque complexe de Fos pourra recevoir 50 millions de tonnes d'hydrocarbures par an. Mais on a déjà prévu la relève par la matière première énergétique numéro 1 de l'avenir, l'uranium pur, fabriqué à Cadarache, ne sera plus un monopole des grands. La troisième centrale nucléaire de Chinon sera mise en service en 1966 et la France consommera de plus en plus d'électricité d'origine atomique. Dans l'estuaire de la Rance, la première usine marémotrice du monde produira en 1970 ses 544 millions de kilowattheures. La recherche scientifique fera-t-elle un bond en avant? On peut le penser, après le succès de 3 Français, André Lvoff, Jacques Monod et François Jacob, auxquels le roi de Suède vient de remettre le prix Nobel de médecine. Leurs découvertes sur les mécanismes régulateurs des cellules pourront profiter aux recherches sur le cancer, auquel la création d'un institut international va justement donner un coup de fouet. Le cancer étant un fléau mondial, il est logique de l'attaquer à l'échelle mondiale. C'est le rôle du Centre international de recherche sur le cancer, fondé sur l'initiative du général de Gaulle et grâce aux efforts soutenus de M. Marcellin, ministre de la Santé. La mission majeure du Centre de Lyon sera de poursuivre à l'échelle internationale ce qui ne peut être fait à l'échelle nationale, singulièrement l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude des facteurs à l'échelle mondiale qui favorisent l'éclosion des cancers. En 1970, le four solaire en construction à Odeillo aura donné à la France un instrument remarquable. Les rayons solaires produiront au foyer du grand miroir central une température de 3500 degrés permettant de fabriquer des matières premières de synthèse qu'il est impossible d'obtenir autrement. 1970, la distance entre Paris et New York ne sera pas loin d'être réduite à 3 heures avec le vol inaugural de l'appareil franco-anglais Concorde. Le récent succès de Diamant laisse espérer que la France participera activement à la conquête spatiale et que cette conquête, comme aux États-Unis, ouvrira d'immenses perspectives à notre industrie. 1960-1970. La France aura sans doute plus changé en 10 ans qu'en un siècle auparavant. Et après 70, que nous réserve par exemple l'an 2000? Quels seront les problèmes? La science-fiction nous prédit que la grande question sera sans doute celle des rapports de l'homme avec les robots. Participation électorale aussi élevée qu'au premier tour, telle aura été la première constatation des représentants de la presse réunis au ministère de l'Intérieur et du public polarisé autour des écrans de télévision pour connaître les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Il n'était plus que 2 en lice. Les choses sont allées très vite et dès 23 heures, M. Mitterrand reconnaissait sa défaite. Je me réjouis de l'union de la gauche qui m'a permis de lutter pour la République en ce deuxième tour de scrutin. Je remercie les Républicains du concours qu'ils m'ont apporté. Les résultats affluaient et un peu plus tard, les chiffres définitifs pour l'ensemble de la métropole étaient officiellement proclamés. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. La majorité du corps électoral a répondu à l'appel que lançait le 4 novembre dernier le chef de l'État en révélant sa décision de se représenter. En élisant le président de la République, il vous sera donné de fixer en conscience, par-dessus toutes les sollicitations des tendances partisanes, des influences étrangères et des intérêts particuliers, la route que va suivre la France. À moi-même, que vous connaissez bien, après tout ce que nous avons fait ensemble, dans la guerre et dans la paix, chacune de vous, chacun de vous aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance.
12 décembre. Depuis 8 jours, Gemini 7 tourne autour de la Terre. Mais Borman et Lovell attendent de la compagnie. À Cap Kennedy, on met à feu la fusée Titan. Schirra et Stafford au sommet dans la capsule. L'habituel nuage se produit, puis plus rien, c'est l'angoisse. En danger pendant quelques secondes, Schirra et Stafford en sont quittes pour voir leur envol retardé de 3 jours. Cette fois, l'arrêt automatique des moteurs ne se produit pas. La fusée Titan 2 qui emporte la capsule Gemini 6 s'enlève vers le ciel. Désormais, la course-poursuite est engagée. Gemini 6 et Gemini 7 manœuvrent pour se rejoindre. 5h20 après le départ, le contact visuel est établi entre les deux capsules. L'instant du premier rendez-vous spatial approche. 40 minutes plus tard, cet extraordinaire film, pris d'une des capsules, nous fait revivre le moment capital, celui où les deux vaisseaux voguant à 28 000 km/h, à 270 km de la Terre, se sont approchés à 1,80 m l'un de l'autre. La circulation est dense ici, dit Schirra à Borman et Lovell. Les premiers revenus sur la planète sont les occupants de Gemini 6, les derniers partis. Mission accomplie, Schirra et Stafford ont prouvé qu'il était parfaitement possible de manœuvrer avec précision un vaisseau dans l'espace. Quant à Borman et Lovell, ils ont accompli un vol qui constitue un record absolu. Près de 14 jours de vol spatial. 9 173 000 km autour de la Terre en 206 révolutions. Pour Brigitte Bardot, c'était aussi un premier rendez-vous. Bien décidée à conquérir l'Amérique, elle a fait le grand plongeon dans la vague des 300 journalistes qui l'attendaient. Et elle s'est retrouvée devant 29 caméras de télévision et 16 micros, prises dans le feu croisé des questions du genre « Regrettez-vous de ne pas être marié actuellement ?» Non. Pourquoi? Essayez vous-même de ne pas être marié et vous verrez que ce n'est pas désagréable. Et c'est ainsi que le rire de bébé a conquis l'Amérique. Surprendre, étonner, ravir, c'est la raison d'être des gadgets. Chefs-d'œuvre d'astuce et d'imagination, ce sont toujours des cadeaux appréciés. Il en est pourtant qui laissent rêveur, tel ce t-shirt à 2 places. Inséparablement uni, mais surtout pour le pire. Le gigantisme est l'une des tendances dominantes cette année. Il a brisé le carcan des proportions universellement admises, même autour des tables de jeu. À noter le batteur automatique, ou la chance à la merci d'une prise de courant, le cure-pipe, et la main gratteuse, également électrique. Ce tronc, malgré les apparences, c'est l'âpreté au gain en forme de tirelire. Pour très grands fumeurs, un étui à minuterie incorporée ne s'ouvre qu'au bout d'un temps prédéterminé. Le rationnement, c'est la santé. Ici, le briquet grand siècle, mais au gaz. Comme dans le plus mal suspendu des wagons-bars, la bouteille trembleuse, enfin la maladie de Parkinson à la portée de tous. Et pour les très grands buveurs, ce fond de verre en forme de reproche. Dans cette shop, le fond se fait hublot pour la revue de détail de l'Assemblée. Et si d'aventure il y manque quelques personnes du sexe, on fera appel à la figuration. Elle manque totalement de conversation, mais son humeur est égale et sa discrétion assurée. Avantage énorme, on n'a pas à la reconduire chez sa mère après la soirée. Quant à ce personnage, sa raison d'être est de rester rigoureusement immobile, impassible, insensible. Difficile à admettre, et pourtant c'est ainsi, il ne sert rigoureusement à rien. Ce jour-là, près de Huelva, El Chamaco, le torero gitan, rassemble ses taureaux. C'est Noël. Mais pour lui, c'est un jour qui commence comme les autres. El Chamaco est aussi un éleveur. Ici, les taureaux de combat passent leur dernier hiver d'insouciance avant d'affronter au printemps prochain l'homme au costume de lumière, leur plus dangereux ennemi.
Le soir, chez lui, le chamaco préparera avec sa mère l'arbre traditionnel. Mais des gestes aussi simples peuvent-ils libérer le torero de son éternelle obsession? Minuit. Dans le monastère voisin de la Rabida, les moines célèbrent l'office de Noël. La dévotion du chamaco est à l'égal de celle de tous les toreros qui se recueillent avant chaque course où ils risquent leur vie. Chaque année, il vient dans cette église où Christophe Colomb se recueillit autrefois avant de partir à la découverte du Nouveau Monde. Au matin, à l'heure où les bras des enfants sont chargés de cadeaux, quel plus beau cadeau pour un torero qu'une tienta? La tienta, l'épreuve par excellence réservée aux professionnels. Cette vache qui fonce sur l'homme détermine le destin de sa race. Mauvaise combattante, elle sera livrée à la boucherie. Brave, sa descendance affrontera les nobles combats de la reine. Chassé-croisé de l'homme et de la bête, que rythment inlassablement ce jour de Noël les sévillanas des danseurs andalous. « 1965, en définitive une année moyenne pour les manifestations des soucoupes volantes, toujours mal différenciées des aberrations d'optique. On les a surtout signalées en Amérique du Sud. Le vieux monde a plutôt été visité par ces fantômes familiers, en l'occurrence des esprits frappeurs très traditionnalistes comme à Bury dans l'Oise. Alors il me tape sur mes épaules. Il vous tape lui aussi? Mais tout le temps, des costauds, il y a eu encore une bosse là depuis le matin, à midi. Des plaies et des bosses, et hélas du sang et des drames, le monde en a eu sa part en 1965. Commencé dès février, l'escalade a porté dans l'année à 240 000 hommes les effectifs américains au Vietnam, qui fut le point le plus névralgique du globe. L'affaire de Saint-Domingue avait éclaté au printemps. Dans l'affrontement qui mit aux prises le colonel Carmano et les insurgés dominicains avec le corps expéditionnaire américain, une grave crise internationale menaça. Au mois de juillet, le sang coulait en Grèce. La couronne du jeune roi Constantin fut très menacée lors de l'éloignement du pouvoir du Premier ministre, M. Papandréou. Plus récemment, c'était au Cachemire que le sang coulait. Le Cachemire, enjeu entre l'Inde et le Pakistan, qui redevenait après des années de trêve le centre de violents combats. Pas d'effusion de sang à Salisbury, en Rhodésie, mais la sécession d'un pays membre du Commonwealth, avec pour toile de fond une question raciale, la minorité blanche refusant les droits politiques aux Noirs. Un casse-tête pour M. Wilson, le premier britannique, qui avait déjà eu fort à faire pour sauver la livre sterling. Mais c'est aux États-Unis que les problèmes raciaux ont pris le plus d'acuité, avec pour dramatique couronnement la terrible révolte des Noirs de Los Angeles. Autant d'événements qui ont donné toute son importance au geste du pape Paul VI qui rencontrait à New York le président Johnson avant de lancer aux Nations Unies son pathétique appel à la paix. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité. Dans le concert des nations, la France, en 1965, s'est efforcée d'ouvrir ou de maintenir des dialogues. Avec l'Égypte, à travers la visite au général de Gaulle du maréchal Hammer. Avec le tiers-monde, à l'occasion de la visite du Premier ministre en Inde, le plus important des pays en voie de développement.
avec aussi la Chine de Mao Tse-tung à travers le voyage de M. André Malraux. Une des premières tentatives pour ouvrir à l'Occident le plus fermé des mondes. Et quel monde? 800 millions d'hommes. Cependant, le dialogue de base entre la France et l'Allemagne s'est poursuivi, bien que 65 ait constitué un temps de réflexion pour l'édification européenne. Année de voyage et de contact, le roi Baudouin a entrepris à son tour un périple à travers les pays de l'Amérique latine. C'est un fait que les hommes de 1965 ont manifesté le goût des déplacements. Eux, devant qui s'est ouvert le tunnel sous le Mont Blanc, comme un encouragement à leur grande passion, l'automobile. Véritable homo automobilis, l'homme de 65 est plongé à l'envi dans les mécaniques, avec parfois des appétits de collectionneur. Que de soucis pour les spécialistes de la circulation qui se sont mis à multiplier les faux accidents dans l'espoir d'être en mesure de prévenir les vrais. Mais ce n'est pas tout. Les voitures usées ont commencé à devenir sérieusement encombrantes et après l'Amérique, l'Europe a dû prendre les moyens de les réduire à leur plus simple expression. Oh, passe mon gars, passe et file. Quant à la maladie du volant, elle a atteint une virulence insoupçonnée. On est passé brutalement de la parole au geste. On en est venu à éprouver de la nostalgie pour la paisible civilisation de la bicyclette. Problème numéro 1, l'espace vital. De plus en plus nombreux, les hommes peuvent-ils espérer, comme le commandant Cousteau, bâtir leur maison sous la mer? C'est que l'exemple des sociétés qui se refusent à envisager le planning familial a fait profondément réfléchir l'homme de 1965. Il est vrai que d'aucuns ont trouvé cette année le moyen de s'évader un peu. Le premier, Léonov, a fait le grand pas. Mais ces mouvements traduisaient une certaine timidité. Déjà, White, muni de son zip, était plus à l'aise. Mais ne nous faisons pas d'illusions. À présent que le rendez-vous spatial a été mis au point, il finira par y avoir foule même dans la banlieue de la Terre. Songeons qu'en pleine montagne, on en est arrivé au stade de la saturation, au point que des mesures strictes de circulation sont devenues urgentes. Il y eut tout de même en 65 des sujets de satisfaction. L'amélioration de la race, féminine entre autres, s'est poursuivie. Et l'on a vulgarisé les méthodes capables de donner, dans ce domaine important, des résultats spectaculaires au centimètre de tour de taille près. Des efforts analogues ont été déployés en faveur de la race masculine. Mais ici, les résultats seront sans doute plus longs à se faire sentir. L'art aussi a tenté de se renouveler, la peinture comme la danse. Mais la Postella a vécu ce que vivent les danses modernes, l'espace d'une saison. Aussi éphémère probablement sera le mythe James Bond, archétype 65 de la séduction par l'action. Encore que la filiation en ligne directe paraisse désormais assurée. En nous quittant cette année, certains grands aînés ont invité les jeunes générations à plus de modestie. Winston Churchill, un certain non-conformisme au service de la tradition. Albert Schweitzer, qui s'est éteint à Lambaréné au terme de 52 années d'apostolat au cœur de la forêt gabonaise. La reine Elisabeth, symbole de la fierté de toute une nation enlevée à l'affection des Belges. Le Corbusier, enfin, le maître incontesté de l'architecture contemporaine. L'année 65 a été fertile en exploits éclatants. La première hivernale en solitaire de la paroi nord du Cervin, le chant du cygne pour Walter Bonatti. D'autres performances furent plus discrètes, telle celle de ce gymnaste pour qui 80 ans, c'est d'abord 4 fois 20 ans. Quant à Jazzy, décidément insatiable, il s'est encore adjugé de nombreuses victoires et 2 records du monde. À la foule, d'autres ont préféré le calme et le silence. Antoine Sény, dont l'expérience solitaire de survie souterraine aura duré 125 jours.
Mais dans la grotte de la cave, la cure de silence de Jannick Aimé et ses compagnes n'aura duré que 15 jours. Quant aux responsables de l'émetteur pirate Radio Caroline, ils n'ont choisi l'exil que pour le plaisir de millions d'auditeurs anglais de moins de 20 ans. Se retrancher du monde sans pour autant le quitter, les beatniks y sont parvenus. Une nouvelle bohème est née sur les quais et à l'ombre de Saint-Séverin. Ailleurs pourtant, un vent de conformisme a soufflé. Les copains d'hier se sont rangés et certains ont coupé les ponts le plus bourgeoisement du monde. Les Beatles sont devenus chevaliers de l'Empire britannique. Les idoles se sont reconvertis en une solide société à responsabilité limitée. Et puisqu'il faut bien que jeunesse se passe, en son nom, rendons grâce à Courrèges pour ses audaces. Il a vigoureusement secoué le cocotier du classicisme. Grâce à lui, la jeunesse est enfin juvénile. Le reste, le Hop Art n'est sans doute qu'une caricature. Il a apporté l'indispensable note excentrique à l'année 65, une année qui a tout de même d'autres raisons de se signaler à l'attention.